Yuji est un orphelin sans le moindre espoir, recueilli par une sorte de Wonder Woman qu'il a formé pour en faire un soldat d'élite. Pourtant, après une existence brève mais intense de véritable dur à cuire, il a vu ses cheveux blanchir bien avant d'atteindre la vingtaine. Désireux de trouver un peu de paix et de tranquillité, Yuji décide de s'inscrire dans un collège tout à fait ordinaire, sans se douter que cette décision va complètement chambouler son existence. Yuji est interrogé dans un commissariat sur les raisons de sa présence, mais l'officier, ignorant qu'il est le héros de l'histoire, se met à frapper la table quand il refuse de coopérer. Quelques instants plus tard, le chef des officiers le relâche et s'excuse platement pour le comportement inapproprié. Il explique qu'ils ont reçu un appel du ministère de la Défense et qu'ils préfèrent ne pas s'en mêler, car Yuji est en quelque sorte leur cobaye. Alors qu'il s'apprête à partir, Chizuru l'attend et le conduit jusqu'à l'établissement scolaire. La jeune femme conduit avec autant de prudence qu'une Floridienne typique, ce qui bien sûr signifie qu'elle manque de provoquer un accident. En arrivant à l'académie Maima, Chizuru l'accueille dans le lieu ordinaire qu'il avait tant désiré. Chizuru est en fait la directrice ici, et si c'est ça la grande patronne, imaginez un peu les élèves. À ce propos, Yuji n'a aperçu personne dans toute l'académie et apprend que la PS5 a plus de jeux que le nombre d'étudiants présents. Yuji demande « Vous êtes sûr que c'est un endroit ordinaire ?» Et Chizuru lui répond « Mon ami, pour toi, c'est aussi normal que possible, crois-moi ». Elle l'emmène ensuite au dortoir des étudiants où il rencontre Sachi, qui le prend d'abord pour un intrus. Sachi est la déléguée de classe, souvent sollicitée pour aider les professeurs et accomplir diverses tâches. Il s'avère qu'elle est tellement influençable que lorsqu'on l'a traitée de femme de chambre, elle est allée se procurer un uniforme. Le lendemain, Yuji se lance dans sa routine à la Patrick Bateman et part faire son jogging matinal. Ensuite, l'homme prend une douche, mange son petit déjeuner et se prépare pour son premier jour d'école. Dès qu'il quitte sa chambre, il tombe sur deux filles en train de se montrer un peu trop intimes l'une avec l'autre. Aman est la rousse avec une tendance dominante et Makena est la cruche d'hystérienne, timide et soumise. Après une brève rencontre avec elle, Yuji se dirige directement vers la classe, seulement pour être distrait par une blonde qui auditionne pour le X Factor. Cette blonde, Michiro, est tellement désireuse de faire une excellente première impression qu'elle finit par ressembler à une idiote avec une personnalité multiple. Quand elle réalise qu'elle vient de se ridiculiser, elle commence à paniquer et sort une tablette de son sac à main. Yuji démolit son attitude scindeur en la traitant de chercheuse d'attention, et en disant que ses cheveux ont l'air d'avoir été coiffés par quelqu'un qui a raté son cours d'art. Quelque temps plus tard, les 5 élèves sont assis en classe quand Chizuru arrive et remarque qu'il manque Sakaki. Michiro mentionne que Sakaki ne prend que des cours du soir ces derniers temps et tout le monde commence à se demander si elle va bien. Après le cours, Sachi fait visiter le campus à notre jeune homme et Yuji décide de rester sur place pour pouvoir se présenter à Sakaki. La jeune femme n'est pas très contente de perdre sa paix et sa tranquillité et commence à faire ses valises. Yuji essaie de l'arrêter, mais Sakaki sort un cutter, prêt à lui offrir une transformation fait maison. Après cette rencontre des plus romantiques, Yuji retourne au dortoir et réalise que tout le monde est déjà dans sa chambre, sauf Sakaki. L'homme se dirige alors vers sa chambre. Mais avant même d'ouvrir la porte, il réalise que quelqu'un s'y est introduit. Yuji ouvre rapidement la porte pour y trouver Aman et ses deux prodiges. Cette excentrique est très décontractée à l'idée d'être vue en chair et en os et révèle qu'elle vient ici tout le temps pour se changer car il fait trop chaud dans sa propre chambre. Yuji fait de son mieux pour cacher qu'il n'a jamais vu une paire auparavant et passe nonchalamment à côté d'elle. Elle est surprise de le voir si à l'aise avec les femmes et lui demande s'il a une sœur ou quelque chose. Yuji révèle qu'il avait une sœur aînée décédée et quand il mentionne son nom, Kazuki, elle a l'air d'avoir vu un fantôme. Après cela, elle remarque que Yuji mange comme un toxicomane sans abri et s'impose comme sa grande sœur de fortune. Après qu'elle se soit chargée de lui préparer un repas décent, Yuji se demande comment elle a bien pu s'introduire dans sa chambre, car elle n'a pas l'air de quelqu'un capable de crocheter des serrures. Cependant, Mana se tient dehors avec un crochet de serrurier à la main et se remémore un incident impliquant un accident de bus de son enfance. Pendant ce temps, tout le monde est juste normal. Makena est allongée sur l'herbe avec une pomme, Sachi fabrique des explosifs dans sa chambre, et Sakaki est entièrement décidé à offrir à Yuji une orchidectomie avec son cutter. À leur insu, Yuji a reçu sa première mission et prépare son fusil de précision. Alors que Yuji se rend en classe, Sakaki l'attaque par derrière, mais personne ne lui avait dit qu'il était un vétéran entraîné au combat rapproché. Plus tard en classe, il raconte à Aman comment Sakaki s'en prend à lui sans raison, et elle lui explique que c'est parce qu'il a essayé de brûler les étapes avec elle. Cependant, Yuji refuse de reconnaître cette erreur, et Aman lui dit qu'il va juste mourir vierge avec une telle attitude. Il s'avère que son maître lui disait la même chose. Plus tard, l'homme lit un livre sous une chaleur torride quand il remarque Makena endormie sur l'herbe avec une pomme à moitié mangée. Supposant qu'elle avait été empoisonnée comme Blanche-Neige, Yuji vérifie son pouls et apprend qu'elle s'était simplement assoupie à l'ombre. Yuji s'installe alors sous l'arbre pour lire son livre quand il remarque que Makena s'est réveillée et se dirige vers l'étang. Elle vide tout son inventaire jusqu'à trouver de la nourriture pour poisson dans sa poche qu'elle donne aux poissons de l'étang. Remarquant une écrevisse rouge à l'intérieur, elle attrape un bâton pour la sortir. Elle est sur le point de tomber, mais Yuji apparaît et la sauve. Après cela, Yuji réalise qu'elle l'évite et essaie de se rapprocher d'elle. Il l'aide à attraper l'écrevisse de l'étang et lui explique qu'elles deviennent bleues quand elles n'ont pas assez de carotène dans leur nourriture. Makena commence à s'ouvrir à Yuji et emporte le poisson chez elle pour le voir devenir bleu. Avant de partir, elle lui tend sa pomme à moitié mangée en guise de remerciement.
et Yuji en prend une bouchée comme un véritable pervers certifié. Sakaki observe cela de loin et attribue un gros F bien gras aux compétences décisionnelles de la directrice pour avoir laissé un garçon entrer dans l'école. Elle passe ensuite les jours suivants sur le dark web à chercher toute information liée à Yuji, mais l'homme est pratiquement un fantôme. Elle veut tester la théorie du fantôme en le poignardant dans le dos, mais finit par nous offrir un fanservice bien nécessaire. Michiro finit par laisser échapper un petit rire, et maintenant Sakaki a un problème avec elle. Plus tard, Yuji en parle à Chizuru qui lui dit que Sakaki est là depuis le plus longtemps et qu'il doit s'en occuper seul. Après tout, la tentative de meurtre est une chose courante dans la vie scolaire ordinaire, du moins en Amérique. En parlant d'ordinaire, les filles ici sont tout sauf normales, chacune ayant un passé trouble, tout comme Yuji lui-même. Plus tard, Makena commence à le suivre partout et Aman est choquée de voir que les deux se sont rapprochés. C'est alors qu'elle remarque une blonde qui attend Yuji devant le campus. Cette femme est Julia, la Picasso des faux papiers, le cerveau derrière le dossier impeccable de Yuji. Clairement, Yuji ne l'apprécie pas beaucoup, surtout parce qu'elle ne ferme jamais son clap. Après qu'elle soit partie dans sa voiture de luxe, Yuji entre dans la salle de classe sous un chœur de regard sceptique des filles, mais Sakaki est trop occupé à résoudre des problèmes d'algèbre imaginaire pour remarquer son existence. Yuji explique que Julia est sa patronne dans son travail à temps partiel, qui consiste à se faufiler dans des endroits et à nettoyer des ordures. Aman plaisante alors en disant que Julia est sa petite amie, mais ce gars ne décrocherait pas un rendez-vous même avec un GPS et un acolyte. Elle lui demande ce que Yuji faisait avant de devenir un étudiant à temps plein à l'Académie des Fous, et Sakaki écoute attentivement maintenant. Yuji dit qu'il était un parasite qui avait une sugar mommy, et Julia est une amie qui a pris le relais après son décès. Plus tard, Yuji retourne au dortoir et se fait surprendre par Sakaki une fois de plus. L'homme utilise à peine 10% de sa force réelle et voilà que la reine du drame joue les victimes. Cependant, Yuji est un gentleman et lui fait comprendre qu'il ne lui veut aucun mal. Après leur confrontation, ils échangent leur nom de famille et Sakaki désactive enfin son Assassin's Creed. Le lendemain, Yuji revient de sa promenade matinale et trouve Aman en train de crocheter sa porte, car que faire d'autre par ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il imagine qu'elle complote sa perte, mais elle est simplement une femme en période d'ovulation. Pas de jugement de la part de Yuji, cependant. Aman avait besoin de plus de temps pour finir, alors elle s'est enfermée dans la salle de bain et maintenant ils sont en retard pour le cours. Makena est mauvaise en course, alors Yuji lui apprend une chanson pour l'aider à courir plus vite. Ça fait comme ça. Aman est une garce et il se roule dans les draps d'un homme. Plus tard en classe, Sashi prend note de la boisson préférée de chacun et part faire les courses. Pendant ce temps, Aman remarque à quel point Makena copie tout ce que fait Yuji, jusqu'à son comportement. Alors qu'elles se disputent, Sakaki leur rappelle qu'elles ont de meilleures choses à faire et les deux quittent la classe. Sakaki révèle alors qu'Aman était très timide à cause d'un accident tragique. Plus tard, Aman et Makena sont revenus et ont réalisé que Sashi n'était toujours pas revenu avec les boissons. Il s'avère que tout le monde ici est complètement fou car elle a pris le temps d'aller chercher du lait frais pour Makena. Après le cours, Yuji s'assit dans le parc pour lire un livre mais est dérangé par des bruits suspects. En vérifiant, il trouve Michiro jouant avec un chat qui la suit partout où elle va. Elle ne peut pas le garder au dortoir alors elle demande si Yuji peut l'aider à renvoyer le chat chez lui. L'homme n'a pas le temps pour ses quêtes secondaires de PNJ, alors il lui dit simplement que les chats détestent l'odeur des agrumes. Il se trouve que Michiro utilise son shampoing au parfum de raisin, alors Yuji la pousse à agiter ses couettes pour faire fuir le chat. Michiro commence à se débattre comme une folle et le chat, étonnamment, s'attache à elle, tout cela faisant partie de la ruse élaborée de Yuji pour la taquiner. Pendant qu'elle sermonne Yuji, le chat s'enfuit, et il réalise qu'elle est tellement investie dans son numéro de Tinder que même les félins ne peuvent pas le supporter. Plus tard, l'homme est complètement déconnecté par le manque de sommeil et accepte quelque chose que Sashi veut, et maintenant il est dans de beaux draps parce qu'il ne sait même pas à quoi il a consenti. C'est alors que Sashi revient pour prendre les mesures de sa taille et le gars apprend qu'elle lui fabrique une pochette en forme de requin. Comprenant qu'il aurait l'air d'un parfait bouffon en le portant 24 heures sur 24, il lui a demandé de le modifier en chien de brousse pour retarder l'inévitable. Cependant, Sashi promet qu'elle aura fini en 20 minutes et l'homme commence à déplorer la blague cosmique qu'est sa vie. Quand Sashi arrive avec la pochette idiote, Makena passe par là par hasard, alors Michiro l'attire pour qu'elle assiste au spectacle. Makena tombe immédiatement dans le panneau et Yuji, faisant semblant d'être déchiré de s'en séparer, la lui offre généreusement, s'épargnant ainsi la honte. Plus tard, Aman se foule la cheville pendant un match de basket et Yuji la porte à l'infirmerie. Après qu'il ait soigné sa blessure, Aman révèle qu'elle s'attendait à ce qu'il la laisse tomber, mais il a commencé à la soigner sans dire un mot. Yuji pense « Salope, va droit au but de ce que tu dis », et Aman lâche la bombe. Elle est amoureuse de lui. Elle lui demande de sortir avec elle, mais Yuji est un fervent adepte d'Andrew Tate et ne s'amuse qu'avec des hommes musclés. Aman fait alors un virage à 180 degrés et le force à l'accepter comme sa grande sœur. Le lendemain, Aman prépare à Yuji un petit déjeuner végétarien, déclarant qu'elle doit faire cela pour se consoler. Quelque chose me dit qu'elle cache un secret. Yuji se sent étouffé et se souvient de sa phase émo après la mort de son maître. Réalisant que tout cela n'était qu'une ruse pour cacher son besoin d'affection, il se demande s'il mérite même une vie normale, mais avec Aman jouant les grandes sœurs, la paix et la tranquillité semblent des rêves lointains.
Le lendemain, Yuji est en train de faire sa routine d'American Psycho quand il remarque Michiro sur une falaise voisine. Il s'approche d'elle et Michiro fixe simplement l'océan en disant que son problème semble si minuscule comparé à cette immense étendue d'eau. En réalité, elle était venue chercher le chat, mais elle prétend que c'est une pure coïncidence. Cependant, Yuji sait déjà ce qu'il en est. Alors les deux s'assoient près de la falaise pour admirer la vue paisible. Michiro n'est pas dans son humeur habituelle et dit qu'elle a peur du ciel parce qu'elle croit que c'est un couvercle géant et que la lune n'est qu'un petit trou d'air percé dedans. À cause de cela, elle a l'impression d'être coincée dans ce monde et Yuji réalise qu'elle pourrait souffrir de schizophrénie. Toutes ces discussions profondes la font réfléchir aux possibilités de la vie. Alors elle demande à Yuji s'il sait ce qui se passe après la mort. L'homme qualifie cela de sommeil éternel, ce qui est bien plus agréable que ce que Michiro avait initialement imaginé. Elle exprime son désir d'être un oiseau sur le flanc de la falaise et confie cette responsabilité à Yuji, même s'il n'a jamais rien demandé, putain. Le lendemain, elle est de retour à ses conneries habituelles, et Yuji réfléchit toujours à cette conversation qu'ils ont eue sur la falaise. Il remarque qu'elle boit à grandes gorgées du jus de citron aigre, qu'elle prétend la rendre plus intelligente. Clairement, elle sous-dose. La nuit, tout le monde se rassemble dans le salon télé et commence à échafauder des théories folles concernant le changement d'humeur étrange de Michiro. Se pourrait-il qu'elle ait réellement pris la peine de prendre ses médicaments? Non, 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 c'est trop tiré par les cheveux. Peut être qu'une de ses voix saines a commencé à lui parler hier. Qui sait? Quoi qu'il en soit, les filles décident d'aller se coucher et dès que Yuji entre dans sa chambre, tout l'endroit est plongé dans le noir. Il monte en courant pour voir Sakaki recroquevillé sur le sol et entend des bruits étranges venant de la chambre de Michiro. C'est alors que Michiro sort de sa chambre en somnambule, couverte d'un liquide qui est probablement sorti du cul d'un Grimace Shake. Yuji attrape rapidement la main de Sakaki et se cache, et après que Michiro soit descendu, Sakaki décide qu'elle est bien trop endormie pour gérer ce désordre. Yuji descend et la panne de courant est opportunément réparée. Sashi est dehors avec le balai, nettoyant l'endroit et révèle qu'il est courant que Michiro fasse ce qu'elle fait. Après avoir senti le cloaque qui dégouline de son corps, Yuji réalise qu'il a probablement attrapé une maladie incurable et décide simplement d'aller se coucher. Quand il revient le lendemain, Aman demande à tout le monde si les hommes et les femmes peuvent vraiment être amis. Quand Michiro arrive, elle donne simplement son sac à Sashi et s'enfuit étrangement. Yuji la trouve assise près de la fontaine et remarque qu'elle a mal à la poitrine. Il essaie de l'aider, mais aujourd'hui c'est une femme forte et indépendante qui peut prendre soin d'elle-même. Cependant, Yuji est un Américain qui ne sait pas accepter un non comme réponse et tombe du côté de la falaise. Oui, les voix dans sa tête ne se calment pas et maintenant elle parle de frôler la mort et s'adresse à elle-même à la troisième personne. Bien sûr, c'est pas la Michiro qu'il connaît, mais après tout, qui est la Michiro qu'il connaît vraiment? Tout ce qu'il sait pour l'instant, c'est qu'il veut rentrer chez lui, et malgré son apparence de version complète, elle lui demande s'il a déjà embrassé quelqu'un. Et à la surprise générale, il l'a fait. Elle s'approche de lui et reçoit son premier baiser, mais avant qu'elle ne puisse expliquer ce qu'elle a ressenti, son cul bipolaire change encore d'humeur. Michiro demande si elle a dit quelque chose d'étrange plus tôt, mais Yuji pense « Salope, as-tu déjà dit quelque chose qui n'était pas bizarre ?» Le lendemain, Michiro est aux trousses de Sakaki, lui demandant d'arrêter de lire et d'aller à la salle de sport, et Yuji note simplement que c'est probablement la 5e personnalité qu'il a vue jusqu'à présent. Après que Yuji quitte la classe, elle continue de le harceler pour savoir ce qui s'est passé entre eux sur la falaise. Elle veut que Yuji le lui démontre, et quand il se plaint, elle panique et s'enfuit. Après avoir pris quelques comprimés, elle finit par effrayer Miyumel, le chat, et commence à le chercher partout. Le soir, Yuji et Michiro arrivent au bord de la falaise à la recherche de Miyumel, mais ne parviennent pas à le trouver. Yuji la convainc de retourner à l'académie, mais avant de partir, il lui demande étrangement de le précéder. Il s'avère qu'il remarque une trace de sang qui le mène à un Miyumel mourant. L'autre Michiro le suit secrètement et est horrifié de voir le chat dans cet état. Michiro commence à perdre ce qui lui restait de raison, alors Yuji arrête un taxi et les emmène à l'hôpital. En chemin, elle nourrit le chat avec les biscuits qu'elle avait préparés plus tôt, mais le chat finit par mourir dans ses bras, laissant Michiro dévastée. Michiro est tellement abattue qu'elle fait une overdose et finit par passer la journée à l'infirmerie. Elle retrouve son état habituel le lendemain, et personne dans toute l'académie ne semble s'en soucier le moins du monde. Puis Aman arrive avec Makena qui veut juste jouer à l'ombre avec Yuji, mais l'homme n'est toujours pas entièrement convaincu du comportement normal de Michiro. Les deux se rencontrent sur le toit et Yuji réalise que cette Thunder Peak est en fait une fausse, et que celle qui ressemblait à Morgan Freeman est la vraie. Elle dit que la vraie ne reviendra jamais, c'est son propre choix de rester dans le sommeil profond et sombre. C'est quoi ce bordel? D'accord. Ce n'est pas du tout cryptique. Plus tard, Sashi se présente à la porte de Yuji, voulant discuter de la nouvelle situation de Michiro. Elle a une boîte que Michiro lui a donnée et lui a fait promettre de ne jamais la donner à personne. Cela ne fait même pas 2 jours qu'elle est partie.
IA. Et cette salope a déjà rompu sa promesse. La boîte est verrouillée et Sachi ne peut retenir ses instincts de femme de ménage et veut que Yuji l'ouvre pour qu'elle puisse nettoyer son intérieur. Elle s'est procuré une tronçonneuse pour l'ouvrir, mais cela irait à l'encontre de son code moral. Alors elle est allée voir la personne sans morale pour commencer. Plus tard, Yuji déverrouille la boîte et est surpris d'en voir le contenu. Il se dirige directement vers la chambre de Michiro et sort le journal d'échange qu'elle utilisait pour communiquer avec son autre moi. Il s'avère que Michiro a eu une transplantation cardiaque quand elle était jeune, ce qui lui a donné une personnalité multiple. Cependant, après avoir fait face à la mort de son animal de compagnie bien-aimé, elle ne veut plus vivre et a laissé son corps aux soins de l'autre Michiro. Maintenant, cet autre Michiro veut que la vraie revienne, alors Yuji lui tend les pilules qu'elle utilisait pour supprimer sa personnalité de Cinder. Malgré sa réticence, Yuji la force à sortir pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Il s'avère qu'elle veut juste mourir parce qu'elle est terrifiée à l'idée de perdre qui que ce soit. Alors Yuji enfile son costume de génie pour exaucer son vœu. Le gars l'enferme littéralement dans une boîte et l'enterre vivante sur la falaise. Alors qu'il pèle la terre, Michiro se réveille terrifiée et commence à se souvenir de son enfance déprimée. Un jour, elle en a eu assez de cette merde et a décidé d'entrer le code de triche Adieu monde cruel, seulement pour trouver une autre fille qui avait eu la même brillante idée. Elle a réalisé à quel point cela semblait terrible de l'autre côté et a fini par changer d'avis. Les deux sont devenus de bonnes amies par la suite, mais l'autre fille n'a pas pu résister aux voix dans sa tête et a provoqué une crise cardiaque à Michiro. Michiro a été emmenée en Amérique pour une transplantation cardiaque, et c'est là qu'elle a développé un trouble de la personnalité borderline. Soudain, elle commence à supplier Yuji d'ouvrir le cercueil parce qu'elle a réalisé que l'étreinte de la mort n'était pas si accueillante après tout. L'autre Michiro lui fait comprendre qu'elle gâche sa seconde chance de vivre, ce qui la ramène à ses jours de convalescence. Comme être déprimée ne lui apportait rien, elle a commencé à simuler une nouvelle personnalité qui maintenait ses émotions refoulées. Cependant, grâce à Yuji, elle est enfin capable de surmonter non seulement la perte de son unique ami, mais aussi celle de Miami. Elle parvient finalement à se frayer un chemin hors du cercueil et, alors qu'elle en sort, Yuji lui tend une main secourable. Il révèle qu'elle a été enterrée pendant 3 jours et l'homme est resté assis à ses côtés parce qu'il savait qu'elle ne voulait pas mourir. Je suppose qu'il savait aussi qu'elle n'allait pas, vous savez, juste suffoquer ou, je ne sais pas, renoncer au suicide assisté. Absolument pas une chose, et bien au moins son trouble bipolaire est maintenant réglé, c'est une bonne nouvelle. Elle peut désormais retourner dans son Amérique natale et enfin rencontrer ses parents. Cela lui apporte la conclusion, la paix intérieure, dont elle avait si désespérément besoin, et depuis ce jour mémorable, la Michiro Tsundere ne se manifeste plus qu'en de très rares occasions, vraiment. Après s'être occupé d'une folle furieuse, Yuji doit maintenant enfiler son chapeau de thérapeute pour les autres lunatiques de l'académie. On va juste faire tourner la roue ici, et Sakaki est celle par qui nous allons commencer, c'est décidé. Son histoire tragique, c'est qu'elle a été harcelée à l'école pour être la fille d'une maîtresse. Elle vivait une vie sans père, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à ce que son jeune frère ne passe l'arme à gauche, faisant d'elle l'héritière de la propriété du vieil homme, une situation inattendue. Elle a partagé ce secret avec une amie qui, sans hésiter, en a fait un podcast entier. Réalisant que son amie ne faisait que l'utiliser pour des ragots, elle a sorti un cutter et lui a donné quelque chose de vraiment authentique à raconter, une histoire bien plus sérieuse. Sakaki est maintenant considérée comme une psychopathe par son propre père, Michiaki, mais malgré cela, il veut que Julia la prépare à la succession. Il est également conscient qu'elle a placé Yuji comme agent infiltré et veut qu'il fasse changer d'avis Sakaki, c'est son objectif principal. Julia est contre le lavage de cerveau, alors le type organise en fait une fausse attaque contre sa propre fille juste pour la faire plier à sa volonté. Pendant que l'intégralité de l'asile d'Arkham est absorbée par le Monopoly, Yuji voit Sakaki sortir discrètement et la poursuit comme un amoureux transi de 3ème catégorie, c'est assez flagrant. Les filles terminent la partie et Aman décide d'aller faire du shopping avec Makena. Pendant ce temps, Sakaki demande à Yuji pourquoi il la suit ces derniers temps et l'homme veut qu'elle l'ignore. En réalité, il a été désigné comme le garde du corps de Sakaki et Julia veut qu'il se fasse tabasser, c'est le plan. Alors Sakaki est assise au bord de la rivière, dessinant le paysage, quand Yuji lui dit « Eh, tu es vraiment doué pour ça ». Le gars rate complètement le coche parce qu'elle dessinait juste pour éviter de discuter avec lui, et maintenant la conversation est si sèche que Dieu lui-même doit intervenir et provoquer une averse juste pour arranger ça, c'est dire la situation. Takaki essaie naturellement de s'enfuir, mais elle laisse tomber tout le contenu de son sac, y compris le cutter qu'elle a utilisé pour attaquer Yuji. Malgré cela, l'homme est un gentleman et il le lui rend. C'est alors que Will Smith et ses hommes en noir apparaissent pour lui rappeler qu'elle a toujours besoin de papa pour la protéger, une intervention inattendue. Yuji, quant à lui, est en pleine heure de pointe et se fraye un chemin à la Jackie Chan. Alors qu'il s'abrite sous le pont, un coup de tonnerre divin envoie un éclair directement dans le bras de Yuji. Elle est toujours choquée par la façon dont Yuji a géré un 1 contre 4 là, base et commence à partager son histoire de vie déprimante. C'est un moment fort, il s'avère que Mitsuyaki a épousé sa mère pour avoir un fils, mais la seule chose qui est venue d'entre ses jambes fut la déception. La femme a été utilisée puis larguée par le père de Sakaki, et quand elle est finalement tombée malade des conneries de Sakaki, elle a été laissée toute seule à l'hôpital,
Une situation bien triste. Comme Sakaki n'avait nulle part où aller, elle rendait visite à sa mère pour lui rendre la vie encore plus misérable. Un jour, sa mère a souhaité qu'ils aient utilisé une protection cette nuit-là, et comme tout cela s'était produit parce qu'elle était une fille, elle a décidé de se faire un sakura sur elle-même, une décision désespérée. Mitsuaki a ensuite eu un enfant avec une autre femme qui lui a donné un garçon, et la mère de Sakaki a simplement jeté l'éponge à ce moment-là. Quand sa belle-mère est également décédée, Mitsuaki a voulu l'élever comme héritière et créer cette académie pour la cacher de la société, c'était son plan. Quand la pluie s'arrête, Yuji et Sakaki retournent au dortoir, et Mitsuaki demande à Chizuru d'expulser Yuji puisqu'il est allé à l'encontre de leurs ordres. Takaki la prend et s'enferme dans sa chambre pendant que Yuji s'occupe de la bande mouillée de Will Smith à l'extérieur, une situation compliquée. C'est alors que toute l'escouade de Lunatic apparaît, mais Takaki dit à son père de faire ses valises et de partir. Quand il envoie ses gardes pour la prendre, elle sort un pistolet qu'elle a obtenu sur eBay. Quelques minutes plus tard, toute l'académie est encerclée par l'intégralité de l'escouade anti-émeute, une situation tendue. Les étudiants se sont tous cachés à l'intérieur de l'académie à ce moment-là, et Sakage tire à l'aveuglette sur son père pour avoir ruiné sa vie. L'homme continue stupidement d'avancer vers le portail principal jusqu'à ce qu'elle lui tire dans l'épaule. Mais avant qu'elle ne puisse lui tirer une balle dans la tête, son chargeur est vide, c'est un coup dur. Ne vous inquiétez pas, car elle a une grenade, et elle est plus intéressée à retrouver Dieu qu'à retrouver son père. Les larmes aux yeux, elle retire en fait la goupille, et Michiaki se précipite seulement pour trouver le visage de Sakaki soufflé par l'explosion, une scène horrible et tragique. À ses funérailles, Michiaki révèle qu'il a trouvé une lettre dans sa chambre qui énonçait son dernier souhait, qui était de maintenir l'asile de fous en activité après sa mort. Michiaki est toujours en deuil mais est fier du fait que sa fille se soit fait exploser juste pour lui donner une leçon, c'est une fierté étrange. À son insu, Takaki est caché derrière un arbre, écoutant tout ce qu'il dit. Julia était dans le coup depuis le début et avait même placé Yuji à un endroit éloigné pour tirer sur Michiaki à l'épaule. La grenade était un faux, et le corps qu'ils ont trouvé appartenait à une autre fille qui avait été amenée à la dernière minute, c'était une mise en scène. Takak reçoit alors un nouveau départ avec de faux documents, et elle est légèrement moins phobique de Yuji qu'avant. Quelques jours plus tard, Sashi remarque à quel point les choses ont changé pour le mieux depuis l'arrivée de Yuji, et commence à l'espionner pour voir s'il peut vraiment faire ce qu'aucun autre homme n'a jamais pu faire auparavant. La réparer, la guérir de ses maux. Makena la prend sur le fait et la force à regarder une émission de télévision se moquant des enfants incapables de compter jusqu'à 100. Elle la met au défi de compter jusqu'à 10 000 dans le bain, et Sashi finit par avoir des problèmes à force de rester trop longtemps, c'est une situation délicate. Aman la trouve en train de se noyer dans la piscine et l'emmène dans sa chambre où Makena commence à se plaindre, se sentant responsable. Aman dit à Makena de faire attention à ses souhaits car Satsui traite chaque demande comme un défi personnel de Chuck Norris, c'est une comparaison assez forte. Le lendemain, Sashi est de nouveau en pleine forme et tout le monde est soulagé, enfin, sauf Yuji qui est parti quelque part. En classe, Chizuru est surprise que Yuji ait pris un jour de congé et lui demande s'il sait que les examens approchent à grands pas, c'est une question importante. Après la fin du cours, elle conseille aux autres de se préparer. Mais Mitsuru est particulièrement agacée car elle déteste les examens. Elle demande à Sashi d'utiliser ses privilèges de délégué pour se débarrasser du test, et il est tout à fait clair que Sashi n'est pas à l'aise avec cette demande, c'est une situation délicate. Aman intervient à nouveau et l'arrête, sachant très bien que Sashi fera des bêtises pour annuler le test. Mitsuru dit qu'elle plaisantait simplement, mais c'est déjà trop tard car elle n'a pas d'interrupteur. Pendant ce temps, Yuji prend un train quelque part et se retrouve dans une aire de jeu pour enfants où il a un flashback de lui et d'une autre fille, un souvenir lointain. Quand il rentre le soir, il trouve Aman devant la porte de Satsuki. Il s'avère que Satsuki s'est enfermé dans la pièce depuis que Mitsuru lui a demandé d'annuler le test. Comme Mitsuru dit des bêtises tout le temps, Yuji a demandé à Aman de laisser Sashi tranquille pour la nuit. Et si elle ne sort toujours pas, il lui parlera personnellement, c'est une promesse. Après le départ d'Aman, Sakake raconte de manière énigmatique à Yuji l'histoire d'une fille qui a mis le feu à l'école pour éviter les examens. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas un présage. Pendant les jours suivants, Sachi reste éveillée toute la nuit pour créer des plans de tout le campus, et Yuji la remarque s'assoupir en classe, c'est assez inquiétant. Cette nuit-là, sa chambre est remplie de bouteilles de gaz, et elle porte un masque à gaz de Call of Duty pour tester un gaz toxique. Juste un jour avant le test, Satoshi ne se présente même pas en classe, et Yuzin et Sakake savent déjà qu'elle prépare quelque chose de très grave, c'est une certitude. Cette nuit-là, Satoshi place des bouteilles de gaz et de la dynamite partout, qui sait d'où elle a bien pu les obtenir, et elles sont réglées sur un compte à rebours de 10 minutes pour faire exploser toute l'académie. C'est un plan diabolique. Cependant, quand les filles arrivent, le bouton pause de Satoshi s'endort. Elle ne parvient pas à les faire quitter la classe et saute héroïquement sur la dynamite pour les protéger. Cependant, les bombes n'explosent pas et Yuji entre en classe, agissant comme s'il ne les avait appelés ici que pour discuter de leur règlement de dortoir. C'est une ruse bien orchestrée. Après le départ de tout le monde, il révèle qu'il a secrètement désactivé la bombe, donc la seule chose qui explose est la vessie de Satya. Ensuite, Yuji lui parle de sa visite au parc, et Sachi est heureuse de le voir enfin se souvenir, c'est un moment émouvant pour elle. Sachi était l'enfant unique de ses parents, et grandir fut plutôt solitaire car ils étaient toujours occupés par le travail. C'est là qu'elle a rencontré Yuji, et les deux se retrouvaient tous les jours au parc. Finalement, Yuji a commencé à apparaître moins souvent, et c'est à son 10e anniversaire qu'il a complètement disparu sans laisser de traces. Les parents de Sachi ont finalement reconnu leurs habitudes de ghosting, mais elle a inversé la situation et les a ghostés en retour. Ses parents sont venus la chercher dans la rue, mais la seule chose qu'ils n'ont pas vue, c'est un bus en excès de vitesse qui arrivait vers eux. Cet accident les a tous deux plongés dans le coma et maintenant elle souffre de SSPT, un traumatisme profond. Cette histoire ridicule, en plus du fait que Dieu a oublié de lui donner le libre arbitre,
et la raison pour laquelle elle agit comme une si bonne fille et essaie de suivre chaque ordre à la lettre. Alors Yuji lui dit « Arrête ça, tout simplement ». Le lendemain, Yuji l'emmène à l'atelier de ses parents où elle apprend que ses parents ont planifié tout son anniversaire. Il y a aussi une lettre où ils confessent tous deux à quel point ils ont manqué beaucoup de choses et jurent d'améliorer leur rôle de parents, lui faisant réaliser qu'ils n'étaient pas aussi terribles qu'elle l'imaginait. C'est une révélation. Sachi rend ensuite visite à sa mère qui est toujours dans le coma et promet de venir la voir plus souvent à partir de maintenant. Sur le chemin du retour, elle a enfin le courage de demander un câlin à Yuji et Yuji l'embrasse maladroitement au milieu de la route, un moment un peu gênant. Le lendemain, Yuji reçoit un email de Makena qui l'a promu de Onichan à papa. La nouvelle est annoncée au reste des filles et c'est un mardi ordinaire pour elle à ce stade. Yuji appelle ensuite Julia et révèle que Makena a offert un chèque de 70 000 pour le racheter, ce qui était en fait son allocation à vie, une somme considérable. Yuji sait que Makena est une idiote, alors il garde le chèque en sécurité et ne veut pas la laisser seule. Julia révèle que Makena appartient à une famille très influente et que son père Masataka était un comptable pour leur département administratif qui est décédé, du moins sur le papier. C'est une information importante. C'est alors que Makena apparaît sur le toit et lui donne un avant-goût de la culture de l'Alabama. Plus tard, Chizuru révèle que les femmes dirigent la famille de Makena et que son père a eu le mauvais rôle en se mariant. Ces femmes ont utilisé leur influence pour le mal et quand le père de Makena a essayé de dénoncer, elles l'ont fait disparaître de ce monde, c'est une histoire sombre. Suite à cela, Makena a été kidnappée et a développé une aphasie, ce qui explique son mauvais vocabulaire. Cela lui a également coûté son statut d'héritière de la famille, elle a donc été coupée de tout le monde. Ensuite, Yuji part trouver les filles en train de planter des arbres et Makena est particulièrement excitée par son pommier, c'est un petit moment de joie. En classe, Chizuru annonce la fin du semestre et Yuji décide d'entraîner Makena à la légitime défense comme un vrai père. Il lui apprend même à utiliser un fusil de sniper, bien que ce soit l'un de ces faux que l'on achète chez Walmart, c'est une formation peu orthodoxe. Pendant ce temps, Aman part rendre visite à sa famille et Yuji révèle qu'il va visiter la tombe de son mentor, Sako, à Yamanashi. Mokingo l'accompagne en chemin, Yuji révèle qu'il a rencontré Azuko à l'âge de 6 ans après le décès de sa famille, c'est un souvenir douloureux. Il a vécu avec elle et un Yamanashi pour 1 an, mais il a ensuite dû déménager en Amérique à cause du travail d'Asako. En arrivant à la maison, Makena trouve une photo d'un jeune Yuji avec Julia et Asako, avec Yuji exprimant comment Asako lui a donné un but dans la vie. C'est un moment de réflexion. Plus tard, Yuji et Makena visitent la tombe d'Asako. Et juste à côté de sa tombe, il y avait aussi une tombe de quelqu'un nommé John. Yuji les présente à sa fille nouvellement adoptée et Makena les remercie d'avoir élevé un homme si bien, c'est un geste touchant. Le lendemain, quand Makena revient des courses, elle tombe sur sa jeune demi-sœur Serena qui l'a remplacée comme héritière de la famille. Elle observe depuis sa cachette et se rappelle comment les deux étaient toujours tenus éloignés l'une de l'autre. Au moment où Serena et ses gardes s'attachent, la voiture explose et Makena se retrouve au cœur de l'explosion. Plus tard, Sakake informe Yuji que la vraie cible était Serena et Makena se trouvait juste à proximité, c'était un malheureux hasard. Quand Makena se réveille, Yuji révèle que Serena a été emmenée à l'hôpital et survivra à peine. Makena craint que Yuji ne la quitte comme son vrai père, mais Yuji promet d'être toujours à ses côtés et de la protéger, c'est une promesse solennelle. C'est alors que Yuji reçoit un appel de Julia et se dirige directement vers le bureau où une secrétaire nommée Keiara l'interpelle par son nom de code 9029. Elle veut prendre une photo avec Yuji, mais Julia lui dit de dégager son cul d'ici sans ménagement. Julia donne ensuite à Yuji une mission de chasseur de tête et sa cible n'est autre que Makena, la même fille qu'il a juré de protéger. Makena fait un cauchemar où son père est abattu par des voyous que sa propre mère a engagés pour couvrir la corruption tandis qu'elle est corrompue par un autre homme. C'est une vision terrifiante. Après que les ravisseurs aient laissé un tas de tacos morts avec Makena, elle a continué à lui parler pendant des jours, incapable d'accepter qu'il était réellement parti. Elle se réveille pour trouver Yuji dormant à ses côtés et se blottit contre lui en larmes, un moment de tendresse. Il s'avère que Yuji s'est enfui avec Makena et maintenant tout le département de la défense est à ses trousses. Cependant, Yuji leur fait un coup à la John Wick et les élimine les uns après les autres. Avant son excommunicado, il a informé les autres du danger dans lequel se trouvait Makena. C'est une situation critique. Emitria lui a donné de l'argent pour qu'il puisse partir quelques jours. Amani lui a préparé une boîte à lunch et Satya lui a demandé de prendre le pommier ainsi qu'un jeune plan d'espoir. En chemin, Makino était triste car elle n'avait pas pu dire au revoir à Sakaki, c'est un regret, mais quand elle a sorti sa monoculaire, elle a remarqué Sakaki qui les saluait depuis le toit. En se dirigeant vers la ville, Yuji a remarqué la voiture de Julia et a décidé d'avoir une conversation privée avec elle. Elle a remarqué que la situation de Makena causait beaucoup de problèmes au sein de la famille Isuru, et que les personnes qui ont attaqué Serena étaient très probablement celles qui voulaient Makena comme héritière. C'est une analyse pertinente. Elle a également révélé que Makena a une mémoire photographique extrêmement vive et qu'elle avait mémorisé tous les documents qui prouvaient la corruption de sa famille. Makena a même appelé sa mère Kiyoka et a menacé de révéler ses secrets si la sécurité de Serena n'était pas assurée, ce qui a mis une cible entre ses yeux, une menace sérieuse. Cependant, Yuji donnerait sa propre vie pour la protéger et Julia a reconnu qu'il était tout aussi persistant qu'Asako. Quoi qu'il en soit, Yuji commence à faire des préparatifs pour affronter la force de défense et à mesure que la nuit tombe, toute l'auberge est évacuée. C'est une situation tendue. Alors que les agents interviennent, Yuji et Makena se détendent dans un congélateur, littéralement.
Les dispositifs que Yuji avait préparés plus tôt s'activent les uns après les autres, ce qui finit par provoquer une explosion qui élimine plusieurs unités. C'est une diversion efficace. Yuji et Makena utilisent le chaos comme couverture pour s'échapper dans une camionnette intraçable et l'abandonnent sur un parking. C'est alors que Makena se souvient qu'elle a laissé un jeune plan d'espoir derrière elle, et Yuji promet d'aller chercher ce putain d'arbre plus tard. C'est une promesse importante. De retour au QG, Kiara dit à Julia qu'ils ont trouvé une plante dans la pièce et qu'un mystérieux professeur leur avait demandé de la retourner d'où elle venait. Le jeune plan est replacé dans l'auberge et malgré les ordres de Yuji, Makena retourne bêtement le chercher. C'est une erreur. Et comme prévu, elle est attrapée par un officier, mais Dieu merci, Yuji est suffisamment bien entraîné pour l'aider. Mais elle est touchée à l'abdomen par un autre, et le gars commence juste à la piétiner. C'est une scène brutale. Heureusement, Yuji arrive juste à temps et les élimine tous les deux. Il porte ensuite Makena à l'hôpital, mais Julia apparaît à l'extérieur et le force à la lui remettre. Julia l'emmène ensuite aux soins intensifs et Kyoka rend visite à sa fille le lendemain. C'est une situation complexe. La femme ne se soucie absolument pas de la sécurité de Makena, mais comme les organes internes de Makena sont endommagés, elle suggère de les prendre à Serena puisqu'elle est de toute façon dans un état critique. Cette nuit-là, Makena se réveille pour trouver un jeune pommier sur la table de chevet. C'est un petit signe d'espoir. Pendant ce temps, Kyoka a mis tout le bâtiment en état d'alerte maximale, mais Yuji s'introduit en tant que livreur et prend son assistante en otage. Il entre ensuite dans la chambre de Kyoka et la tue de sang-froid. Le lendemain, Julia révèle que Makena les a aidés à prouver la corruption, qu'ils ont utilisé comme levier pour promettre une sécurité mutuelle. C'est une victoire amère. À cause de cela, toutes les accusations contre Yuji sont abandonnées et Makena est libérée de l'hôpital. Yuji et Makena retournent ensuite à l'académie avec le jeune pommier et tout le monde est soulagé de les voir sains et saufs. C'est un dénouement heureux. Quelques jours plus tard, Julia dépose Yuji devant l'académie et l'embrasse pour lui souhaiter bonne nuit, laissant l'homme perplexe. Il remarque ensuite Sachi à l'extérieur qui commence à paniquer. Supposant que Yuji est en fait en train de la claquer, c'est une interprétation erronée. Arrivant dans sa chambre, il trouve Aman en train de faire des tâches ménagères, et c'est pourquoi elle se jette sur lui. Aman dit que ce fut le coup de foudre pour elle, mais Yuji n'est pas encore si convaincu. Aman voit une photo de Julia embrassant Yuji. Elle commence à le taquiner et en exige un pour elle-même. C'est une demande audacieuse. Et il dit « D'accord, marché conclu. C'est un consentement. » Et juste comme ça, ils ont accepté de commencer à sortir ensemble ou du moins d'être amis avec des avantages. Mais elle ne perd pas de temps à se mettre à genoux, c'est une action rapide. Quand elle demande s'il veut planter la graine, Yuji la voit trembler et plante plutôt de la sagesse. La fille est mouillée de plus d'une façon et Yuji lui demande pourquoi elle s'inflige cela. Aman révèle enfin qu'elle était dans un camp de basket avec la sœur de Yuji, Kazuki, et qu'elle a été la seule survivante d'un incident qui a entraîné la disparition de 14 passagers. C'est une révélation choquante. Elle apporte ensuite un journal de ce jour-là qui contient tout documenté, et Yuji commence à le lire. Il y a 6 ans, le 14 août, le camp d'entraînement d'été était terminé et les filles retournaient à l'école. C'était un jour comme les autres. C'est alors qu'un des pneus a éclaté et que le bus a dévalé la falaise pour tomber dans la forêt. Amani s'est réveillée et s'est retrouvée juste au-dessus de Kazuki, ce qui fut leur toute première interaction. Dès le début, Kazuki était la personne calme et posée, avec une confiance dont même Dwayne Johnson serait jaloux. C'est impressionnant. Amani, d'un autre côté, était une fille timide et réservée qui s'excusait pour tout. Après être sortie du bus, Kazuki a tendu ses lunettes à Amani et elle a enfin pu voir son visage. Les deux devaient maintenant sauver les autres. Alors Kazuki a suggéré de commencer par la présidente du club puisqu'elle la détestait le plus, c'était une priorité. Peu après, tout le monde a été sorti du bus et ses étudiants étaient Hiroka, Kanade, le conseiller Yoshihiko, Sakurai, Ritsu, Komori, Sakuma, Ibuki, Aman, Kazuki, la présidente de classe Chiaki. Et oh, attendez, c'est une longue liste. C'est tout. D'accord. Dès le début, il était assez clair que Chiaki n'était pas faite pour diriger. Mais quand Kazuki l'a interpellée, elle a commencé à agir rapidement. Elle a demandé à Ritsu de s'occuper des blessés, mais la fille a dit « Oh, mon père peut être médecin, mais ce n'est pas génétique. » C'est une réponse inattendue. Kazuki a ensuite demandé sa permission d'explorer la zone et a emmené Aman avec elle. Il s'avère que leur téléphone ne captait aucun signal, alors Kazuki a suggéré de les éteindre pour économiser la batterie. Kazuki a également remarqué que la boussole ne fonctionnait pas non plus, et a supposé qu'une météorite était tombée ici il y a longtemps. C'est une observation pertinente. Ils étaient entourés de hautes roches et derrière se trouvait une jungle hostile aux humains. De retour au camp, Yoshihiko avait une légère commotion cérébrale, Hiroka avait un genou blessé, Sakura était transpercée par un verre brisé, et Kanade avait une lacération crânienne. C'est une situation grave. Kazuki a réalisé que Ritsu n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait, alors elle a pris le rôle à sa place. Finalement, elle a soigné tout le monde, mais Haruka avait la pire blessure de toutes et passerait l'arme à gauche en premier si elle n'était pas emmenée à l'hôpital. C'est une urgence. Le bras gauche de Kazuki était également fissuré, mais elle a enroulé la ceinture de sécurité autour pour amortir l'impact. Cependant, il a été encore plus blessé quand le gros cul d'Amani est tombé dessus, alors maintenant elle doit obéir à chacun de ses ordres comme un compte, c'est une dette. Chiaki a suggéré de simplement économiser leur énergie et d'attendre les secours. Akizuki était certaine qu'aucune aide n'arriverait de sitôt et a suggéré de rassembler des provisions tant qu'ils étaient encore en bonne santé. Plus tard, Aman a trouvé les 12 étudiants, dont Tsukasa qui n'avait pas survécu au crash et a été la première à retourner au hall. C'est une découverte macabre. Pendant que Yoshihiko l'enterrait, Chiaki et sa complice Ritsu ont commencé à rationner les provisions parmi les élèves. Chaque tente était partagée par 2 personnes, et Kazuki s'est naturellement mise en binôme avec Aman, car elle était bien trop étrange pour tous les autres. Et leur première journée terminée, tous ignoraient joyeusement l'aventure traumatisante qui les attendait. Le lendemain, Aman se réveilla seul et erra à la recherche de Kazuki.
Elle trouva Tsukuma traitant son téléphone comme une patate chaude et se dit « Sérieusement, quel est le plan d'action ici ?» Il s'avère que Tsukuma avait eu la brillante idée d'envoyer un email et de lancer le téléphone en l'air pour qu'il capte le signal. Elle conseilla ensuite à Aman de laisser des marques dans la forêt pour retrouver son chemin. Aman la retrouva finalement et la mit en garde contre le fait de s'éloigner seule, étant une jeune fille. Cependant, Kazuki avait réalisé qu'ils étaient dans une sacrée panade et avait commencé à planifier le jour où il manquerait de provisions. Quand elle remarqua qu'Aman se souciait d'elle, elle s'excusa et promit de ne plus jamais s'éloigner seule. De retour au camp, l'idée de Saya de faire un cerf-volant téléphone échoue, donc je suppose que l'idée de Netflix est hors de question. Aman est revenue au camp et a aidé Kazuki à soigner les blessés. Elles ont conseillé à Sakurai de ne pas gratter ses points de suture et l'ont laissé remplir les bouteilles d'eau. Kazuki demanda à Aman pourquoi elle l'avait choisi elle plutôt que les autres, et Aman répondit qu'elle aimait simplement Kazuki plus que quiconque. Donc, c'est partial. Justina entendit un hélicoptère passer au-dessus et cria fort pour attirer son attention. Même quand Aman a klaxonné le bus, leurs efforts furent vains, les laissant bloqués pour une nuit de plus. Le troisième jour, 3 membres de leur groupe étaient décédés des suites de leurs blessures, laissant chacun se demander s'ils seraient les prochains. Plus tard, Kazuki confia à Aman qu'elle avait aussi un jeune frère, souvent méprisé par tous, cependant elle aime ce garçon à la folie. Aman partagea ensuite sa peur de mourir seule la basse, et Kazuki l'assura qu'elle rentrerait chez elle en toute sécurité. La nourriture fut réduite de moitié le 4e jour. Il plut toute la journée le 5e jour, et le 6e jour, Ritsu apprit qu'il manquait une carotte. Kazuki réalisa que quelqu'un l'avait sûrement volée, mais comme nommer un coupable rendrait tout le monde complètement fou, elle coupa les carottes en petits morceaux et les divisa équitablement. Le 7e jour, Chiaki était frustré car Haruka refusait de manger, alors Kazuki lui conseilla de faire preuve de plus de compassion envers les autres. Il s'avère qu'Haruka s'était mouillée parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout, et maintenant elle ne pouvait plus se supporter elle-même. Comprenant sa situation, Kazuki est intervenu pour l'aider. Voir Kazuki traiter Haruka si gentiment rendit Aman un peu jalouse, mais Kazuki lui dit qu'elle l'aimait beaucoup et ferait tout pour la protéger. Le 9e jour, Yoshihiko quitta le groupe avec la moitié de leurs provisions pour trouver une issue, mais la moitié des filles pensaient que c'était du gâchis. Il continua de pleuvoir le lendemain et Aman commença à tout noter dans son journal. Kazuki vérifia plus tard Sakurai et vit que sa blessure était infectée par des insectes. Haruko, quant à elle, voulait mourir car tout son corps la démangeait et elle perdait la tête. Cependant, Aman fut poli avec elle et l'aida à nettoyer son dos. Il plut aussi le lendemain, et Ibuki commença à devenir folle à cause d'une carence en vitamines. Pendant ce temps, le chien de compagnie de Komori, Alion, avait de la fièvre et elle commença à lui donner une part de sa nourriture. Le moral semblait être au plus bas dans le camp. La seule chose irréaliste à ce sujet, c'est que cela ait duré aussi longtemps. En premier lieu, à ce stade, il mangeait des insectes et de l'eau non purifiée, ce qui donnerait envie à n'importe qui d'abandonner. Le 12e jour, Alian décéda de la fièvre et Kazuki proposa de manger le chien. Même si c'était assez horrible, il n'avait pas mangé depuis des jours, alors Kazuki prit le couteau et leur prépara à tous un repas rapide. Chacun n'eut qu'une seule bouchée, mais ce fut suffisant pour les émouvoir aux larmes. Arrivant enfin au 13e jour, Komori est empoisonnée par des fleurs toxiques. L'esprit d'Ibuki partait complètement à volo et elle avait presque le scorbut à cause de la carence en vitamines. Sakurai montrait des signes d'infection sanguine et Haruka était entrée dans un état catatonique. Aman était sur le point de se demander à quoi bon tout ça, mais Kazuki lui remontait le moral, ou du moins elle essayait. Arrivant tant bien que mal au 14e jour, tout le monde mourait de faim. Kazumi révéla à Aman que le nom de son frère était Yuji. C'est alors que le professeur Yoshiko revint de son aventure. Il ne fallut pas longtemps pour réaliser qu'il n'avait pas trouvé de sortie. Ce soir-là, Hiroka a finalement rendu l'âme, alors Yoshihiko l'emmena dans la forêt pour l'enterrer. Aman était si désespérée qu'elle se demanda s'il pouvait encore la manger malgré toutes les infections. Le 15e jour, Sakura mourut aussi d'une infection sanguine, et les voix atteignirent Komori. Comme d'habitude, Yoshiko les transporta dans la forêt pour les enterrer. Comment n'a-t-elle pas attrapé la maladie? On ne le saura jamais. Kanade était à une piqûre de moustique de devenir un Vendigo. Et alors qu'ils attendaient tous de mourir, Chiak arriva avec un bol d'espoir, révélant que Yoshihiko avait attrapé un cerf. Alors qu'ils apprenaient tous la valeur d'un bon repas, Kazuki décida soudainement qu'elle était végétarienne, et Aman, avec sa loyauté indéfectible, la rejoignit dans sa grève de la faim. Super. Maintenant, la faim les avait poussés au point qu'ils ne voulaient même plus manger. Cette nuit-là, Kazuki réveilla Aman et toutes deux remarquèrent Yashioki et Chiaki se dirigeant vers la forêt. Kazuki y vit une opportunité de s'échapper du camp. Mais Aman était perplexe quant à la raison pour laquelle elle avait choisi cette nuit-là plutôt qu'une autre. Elle pressa Aman de juste faire le test surprise et de venir avec elle, et les deux trouvèrent Yashioki et Chiaki faisant de l'entraînement physique dans la forêt. Aman remarqua alors les corps démembrés de leurs amis décédés, ce qui l'horrifia. Elle marche accidentellement sur une branche et l'intrigue bascule soudainement vers l'attaque des titans. En s'enfuyant, elle réalise que le cerf attrapé par Yoshihiko était en fait Sakurai et est horrifiée. En chemin, elle croise Sakuma, mais même elle a perdu la tête. Les deux seules personnes saines d'esprit restantes, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, sont Aman et Kazuki. Quand Aman abandonne finalement l'idée de vivre, Kazuki lui donne un sac de provisions qu'elle cachait, avec une lettre contenant des notes sur la façon de s'échapper de la montagne. Pendant que les filles Wendigo les poursuivaient, Kazuki resta en arrière pour les retenir.
tandis qu'Aman participait à un 100 mètres êtres olympiques. Les jours passèrent et Aman continua d'avancer, car elle ne voulait pas gâcher le sacrifice de Kazuki. Finalement, elle tomba sur un champ de choux et réalisa qu'elle était enfin sauvée. Cependant, la culpabilité du survivant la frappa si fort qu'elle commença à chercher des moyens de se racheter. C'est alors que Yuji apparut à leur académie et Aman sentit qu'elle devait endosser le rôle de grande sœur pour lui. Cependant, plus elle passait de temps avec lui, plus elle commençait à l'apprécier. Et maintenant, elle en est au point où elle est réellement amoureuse de lui. Mais maintenant, elle ne peut plus vivre avec cette culpabilité, c'est pourquoi elle doit tout avouer à Yuji. Elle veut que Yuji lui ôte la vie, mais elle ne peut même pas survivre à une tape sur la tête. Il comprend ce qu'Aman traverse et au lieu de la blâmer pour la mort de Kazuki, il l'exhorte à vivre pour lui. Quand Yuji lui demanda de rester enfin à ses côtés pour toujours, elle comprit l'allusion et se rapprocha à cause de sa culpabilité. Yuji sait que l'accepter de tout cœur est le seul moyen de la sauver, c'est pourquoi il restera avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à se pardonner. Plus tard, Yuji se demande si Kazuki est vraiment morte, étant donné qu'ils n'ont trouvé que des morceaux de corps séparés, mais jamais sa tête. Aman se souvient comment Kazuki avait joué ce tour avec les carottes en les coupant en petits morceaux, et elle réalise enfin que son amie pourrait bien être vivante. Elle sort la lettre qui lui dit de retourner au camp, mais elle échoue car il y a un endroit où Kazuki a caché des rations d'urgence. Cela signifie qu'elle n'avait jamais prévu de s'échapper avec Aman, alors les deux décident de se diriger vers la montagne pour la chercher. Cependant, en chemin, ils rencontrent un homme étrange qui prétend être de la famille d'Aman. Ignorant ce type bizarre, Aman se dirige vers l'endroit marqué sur la lettre et déterre la boîte laissée par Kazuki. À l'intérieur se trouve un couteau rouillé et une autre lettre adressée à la meilleure amie de Kazuki, Aman. Kazuki révèle que tout le monde dans le camp est mort à cause d'une maladie causée par la consommation de la peau infectieuse d'Haruka. Les deux seuls qui n'ont pas péri étaient ceux qui n'avaient pas mangé les cadavres de leurs camarades décédés. Puisqu'Aman a survécu grâce à Kazuki, elle veut qu'elle fasse une chose pour elle. Elle veut qu'elle retrouve son frère Yuji et qu'elle prenne soin de lui. Elle mentionne que Yuji est un lâche et un perdant sans espoir. Et la seule chose qui le rend digne de quoi que ce soit est sa gentillesse. Waouh. Je ne pense pas qu'elle ait rencontré son frère. Cependant, elle l'aime beaucoup et son seul regret dans la vie serait de le quitter quand il a le plus besoin d'elle. C'est pourquoi Kazuki laisse Aman responsable de Yuji et souhaite les rencontrer tous les deux un jour. La lettre ne précise pas si elle a vécu ou est morte, mais elle est écrite à 100% par Kazuki. Après avoir fait ses prières au mémorial, les deux retournent à leur camion où Aman reçoit un appel de son téléphone moqueur et Yuji reçoit un appel de Sashi. Il s'avère que l'homme étrange d'avant est au bout du fil et se révèle être le père de Chiaki. L'homme a détourné l'école et veut punir Aman pour ce qu'elle a fait à sa fille. Yuji appelle immédiatement Julia et explique qu'ils ne peuvent pas impliquer la police car le père de Sakaki découvrira qu'elle est toujours en vie. Peu après, les routes sont bloquées et l'école est encerclée par les forces de Julia. Quand Aman arrive à l'école, elle réalise que Yuji travaille comme tueur à gages pour une organisation secrète. Julia explique que le sniper serait impossible dans cette zone, mais Yuji pointe une bouche d'aération dans un urinoir et veut y attirer l'homme. Yuji lui-même serait situé dans un phare à 900 mètres de distance, et s'il réussit un tir avec une précision parfaite, il pourra tirer sur l'homme à travers la bouche d'aération. L'homme devra bien finir par vider sa vessie. N'est-ce pas? Alors, pour s'assurer qu'il entre dans le bon urinoir, Yuji décide d'utiliser le marine qu'il a entraîné. Par code morse depuis le phare, il a demandé à Makena de détruire l'urinoir, et Makena et Mitsuri demandent à l'homme de les emmener aux toilettes. Dès qu'elles partent, Sachi informe Yuji depuis son téléphone portable qui est en communication directe avec le sien. Pendant ce temps, les filles arrivent à l'urinoir et Mitsuri se cogne la tête sur le bon, le brisant ainsi. La partie suivante implique Aman entrant dans l'école et donnant de l'eau à l'homme pour qu'il soit forcé d'utiliser les toilettes. Pendant que tout le monde transpire, Aman arrive et leur donne de l'eau. Elle est ensuite attachée à la chaise comme les autres, et l'homme dit que ce n'est pas juste qu'Aman vive sa meilleure vie alors que sa fille a été mise en pièces. Il lui offre l'option de prendre la balle en échange de la liberté de ses amis. Quand Aman accepte sans hésitation, il commence à la traiter comme une femme au foyer. C'est alors que le téléphone portable de Sachi tombe en panne de batterie et l'homme décide qu'il devra simplement se faire une nouvelle fille avec Aman. Il l'emmène aux toilettes et l'enferme dans l'une des cabines pendant qu'il vide sa vessie. Yuji le remarque depuis le phare et tire, le coup atterrissant de manière impressionnante sur son épaule. Peu après, il fait signe à Julia d'envoyer ses hommes et les filles sont sauvées. Alors qu'il range son arme et s'en va, Yuji commente qu'il est presque aussi bon qu'Asako maintenant. Les filles apprennent que c'est Yuji qui les a sauvées et elles se réunissent toutes joyeusement avec lui. Si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. C'est tout pour le moment. Oui, c'est tout.